Bonjour, dans le cadre de ces petites lectures en temps de peste pangoline, j'ai choisi de vous lire un passage d'un de mes livres préférés, Mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Ce livre absolument remarquable, on imagine les mémoires qu'aurait pu écrire ce grand empereur romain qui a existé, Adrien. Adrien est à la fin de sa vie, au seuil de la mort, et il écrit ses mémoires, il écrit ses souvenirs pour son successeur. Ce livre contient énormément de très très belles pages sur la vie, l'amour, la mort, les hommes, le gouvernement des hommes, sur la politique. Et j'ai hésité à vous lire un passage politique ou bien un passage sur l'amour. J'ai choisi l'amour. Les cyniques et les moralistes s'accordent pour mettre les voluptés de l'amour parmi les jouissances dites grossières, entre le plaisir de boire et celui de manger, tout en les déclarant d'ailleurs, puisqu'ils assurent qu'on s'en peut passer, moins indispensables que cela. Du moraliste, je m'attends à tout, mais je m'étonne que le cynique s'y trompe. Mettons que les uns et les autres aient peur de leurs démons, soit qu'ils leur résistent, soit qu'ils s'y abandonnent, et s'efforcent de ravaler leur plaisir pour essayer de lui enlever sa puissance presque terrible sous laquelle ils succombent, et son étrange mystère où ils se sentent perdus. Je croirais à cette assimilation de l'amour aux joies purement physiques, à supposer qu'il en existe de telles, le jour où j'aurais vu un gourmet sangloter de délices devant son mets favori, comme un amant sur une jeune épaule. De tous nos jeux, c'est le seul qui risque de bouleverser l'âme, le seul aussi où le joueur s'adonne nécessairement au délire du corps. Il n'est pas indispensable que le buveur abdique sa raison, mais l'amant qui garde la sienne n'obéit pas jusqu'au bout à son Dieu. L'abstinence ou l'excès n'engage partout ailleurs que l'homme seul, sauf dans le cas de Diogène, dont les limitations et le caractère de raisonnable pis-aller se marquent d'eux-mêmes, toute démarche sensuelle nous place en présence de l'autre, nous implique dans les exigences et les servitudes du choix. Je n'en connais pas où l'homme se résolve pour des raisons plus simples et plus inéluctables, où l'objet choisi se pèse plus exactement à son poids brut de délices, où l'amateur de vérité ait plus de chance de juger la créature nue. À partir d'un dépouillement qui s'égale à celui de la mort, d'une humilité qui passe celle de la défaite et de la prière, je m'émerveille de voir chaque fois se reformer la complexité des refus, des responsabilités, des apports, les pauvres aveux, les fragiles mensonges, les compromis passionnés entre mes plaisirs et ceux de l'autre, tant de liens impossibles à rompre et pourtant déliés si vite. Ce jeu mystérieux qui va de l'amour d'un corps à l'amour d'une personne m'a semblé assez beau pour lui consacrer une part de ma vie. Les mots trompent, puisque celui de plaisir couvre des réalités contradictoires, comporte à la fois les notions de tiédeur, de douceur, d'intimité des corps, et celles de violence, d'agonie et de cri. La petite phrase obscène de Poséidonius sur le frottement de deux parcelles de chair, que je t'ai vu copier avec une application d'enfant sage dans tes cahiers d'école, ne définit pas plus le phénomène de l'amour que la corde touchée du doigt ne rend compte du miracle des sons. C'est moins la volupté qu'elle insulte que la chair elle-même, cet instrument de muscles, de sang et d'épiderme, ce rouge nuage dont l'âme est l'éclair. Et j'avoue que la raison reste confondue en présence du prodige même de l'amour, de l'étrange obsession qui fait que cette même chair dont nous nous soucions si peu quand elle compose notre propre corps, nous inquiétant seulement de la laver, de la nourrir et s'il se peut de l'empêcher de souffrir, puisse nous inspirer une telle passion de caresse simplement parce qu'elle est animée par une individualité différente de la nôtre et parce qu'elle présente certains linéaments de beauté sur lesquels d'ailleurs les meilleurs juges ne s'accordent pas. Ici, la logique humaine reste en deçà, comme dans les révélations des mystères. La tradition populaire ne s'y est pas trompée, qui a toujours vu dans l'amour une forme d'initiation, l'un des points de rencontre du secret et du sacré. L'expérience sensuelle se compare encore au mystère en ce que la première approche fait aux non-initiés l'effet d'un rite plus ou moins effrayant, scandaleusement éloigné des fonctions familières du sommeil, du boire et du manger, objet de plaisanterie, de honte ou de terreur. Tout autant que la danse des ménades ou le délire des corybantes, notre amour nous entraîne dans un univers différent, où il nous est en d'autres temps interdit d'accéder, et où nous cessons de nous orienter dès que l'ardeur s'éteint ou que la jouissance se dénoue. Cloué au corps aimé comme un crucifié sur sa croix, j'ai appris sur la vie quelques secrets qui déjà s'émoussent dans mon souvenir,
par l'effet de la même loi qui veut que le convalescent guéri cesse de se retrouver dans les vérités mystérieuses de son mal, que le prisonnier relâché oublie la torture, ou le triomphateur dégrisé la gloire. J'ai rêvé parfois d'élaborer un système de connaissances humaines basé sur l'érotique, une théorie du contact, où le mystère et la dignité d'autrui consisteraient précisément à offrir au moi ce point d'appui d'un autre monde. La volupté serait dans cette philosophie une forme plus complète mais aussi plus spécialisée de cette approche de l'autre, une technique de plus mise au service de la connaissance de ce qui n'est pas nous. Dans les rencontres les moins sensuelles, c'est encore dans le contact que l'émotion s'achève ou prend naissance. La main un peu répugnante de cette vieille qui me présente un placet, le front moite de mon père à l'agonie, la plaie lavée d'un blessé. Même les rapports les plus intellectuels et les plus neutres ont lieu à travers ce système de signaux du corps. Le regard soudain éclairci d'un tribun auquel on explique une manœuvre au matin d'une bataille, le salut impersonnel d'un subalterne que notre passage fige en une attitude d'obéissance, le coup d'œil amical de l'esclave que je remercie parce qu'il m'apporte un plateau, ou, devant le camé grec qu'on lui offre, la moue appréciatrice d'un vieil ami. Avec la plupart des êtres, les plus légers, les plus superficiels de ces contacts suffisent à notre envie, ou même l'excèdent déjà. Qu'ils insistent, se multiplient autour d'une créature unique jusqu'à la cerner tout entière, que chaque parcelle d'un corps se charge pour nous d'autant de significations bouleversantes que les traits d'un visage, qu'un seul être, au lieu de nous inspirer tout au plus de l'irritation, du plaisir ou de l'ennui, nous hante comme une musique et nous tourmente comme un problème, qu'il passe de la périphérie de notre univers à son centre, nous deviennent enfin plus indispensables que nous-mêmes, et l'étonnant prodige a lieu, où je vois bien davantage un envahissement de la chair par l'esprit qu'un simple jeu de la chair.